Aujourd'hui, on accueille David Broman. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télé, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux. Sur OnlyFans. Il peut être parfois clivant. En plus, c'est la 10e. Et t'as vu numéro 10 pour toi. Moi, j'avais même pas Facebook, j'avais R. J'avais Tinder. C'est fou, hein. Mais c'est la première fois qu'on me pose cette question. Alors qu'elle est très importante. Donc, comme quoi, tous les autres podcasts, c'était vraiment de la merde. Moi, ce que je veux, c'est parler à Aston qui dit je suis un banquier de Place Vendôme et je vous dis il faut absolument pas acheter d'immobilier, il faut parce que c'est dangereux. Moi je veux parler au patron de Trade Republic qui a payé 25K pour aller sur Legend. J'ai un problème pourquoi tu te marres? Non, c'est sur la dinguerie qui va arriver. Non. Quand t'achètes un appart à 200 000 euros dans le neuf, t'enrichis la France. T'as 180 000 qui restent en France, qui tournent en France, où on va payer des ouvriers qui vont eux-mêmes acheter des sandwichs et que la boulangère elle va acheter une voiture. Et ça passe quand votre truc? En avril. S'il y a un promoteur qui veut venir voir Jules avec moi, venez. Et boum, on fait la couverture de challenge. Mec, je me dis ça y est, c'est terminé. Et j'ai plié le game. C'est bon, un matin, la DCCRF arrive, ferme la boîte. C'est un T'as vu, ça passe très vite. Tu te jure, je me fais chier de ouf. Merci en tout cas pour ta venue, David. C'était vraiment top. Franchement, plein de valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu vas dire d'autre, connard? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Bienvenue dans le 10e épisode de Homeboys, l'immobilier sans filtre. Aujourd'hui, on accueille David Broman. Vous l'avez peut-être déjà vu à la télé, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux. Sur OnlyFans. Voilà, on en parlera un peu plus tard dans le podcast, mais on va réserver ça pour après. David Broman, Broms pour ceux qui habitent, DJ Broms pour ceux qui habitent Créteil. T'es fort. Ah, t'as vu, j'ai c'est fort. On a des dossiers. Je m'y attendais pas. Je l'ai gardé un peu sous le coude. Voilà, il est vu comme quelqu'un vraiment d'authentique, de transparent, qui peut être parfois clivant parce qu'il dit ce qu'il pense directement. Donc on va pouvoir aussi en parler par la suite. David, ça va? Ça va très bien. Je suis trop content d'être ici. Merci pour l'invite. Je viens peut-être de me faire cloquer en plus un sponsoring. donc je sais pas si je dois remercier. Non, pas de... merci pour l'invite. Je suis trop content d'être là. Trop content. Merci beaucoup. En plus, c'est la 10e. Exactement, 10e édition. C'est propre. Ouais. C'est propre. Ok. C'est parfait. Ouais, je suis trop content. Magnifique. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire un peu, dans les grandes lignes, qui est David Broman? J'ai entre 41 et 42 ans, je sais plus, j'oublie, mais je suis de 82. Vous ferez le calcul. Ok. J'entreprends depuis une quinzaine d'années. 80% de mon temps, c'est de faire de l'immobilier. 20% de mon temps, c'est d'investir dans des entreprises qui, la majorité d'entre elles, se plantent. Je suis père de deux magnifiques filles. Et la vie est belle. Incroyable. Voilà. On va se concentrer dans la première partie sur les 80% de ton temps, c'est-à-dire l'immobilier. Ça me va. Comment t'es tombé dans l'immobilier? Ta famille venait de l'immobilier? Comment t'es tombé là-dedans? Moi, j'aime pas du tout l'immo. Ça m'a jamais donné envie. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui a eu un revers de fortune énorme. Genre oncle très très riche de ouf et qui a tout perdu et qui est mort sans le sou, et ça m'a vraiment vraiment marqué. Quand je te dis très riche, c'est pas très riche comme ton oncle qui a réussi, c'est à Noël qui le chauffeur, le truc, le machin, il a pécho l'ex-femme de Stallone, la maison à Miami, enfin t'es genre très riche, et il a fini mais rien de rien. Ça m'a fait grave flipper. Et donc, quand j'ai voulu travailler à mon compte juste parce que les gens qui me proposaient des emplois en CDI ne me payaient pas assez, même l'entrepreneuriat, c'était pas une volonté, tu vois. C'est juste qu'on me payait R avec mes études, tu vois. Et donc, voilà, il fallait que je travaille à mon compte. J'ai pris la pyramide de Maslow et j'ai dit, OK, où est-ce qu'il va pas avoir d'effet de mode, tu vois. Et moi, je sais que j'étais pas bon. Je sais d'ailleurs que je ne suis pas bon, que je suis dans la moyenne. Et donc, j'ai regardé les jobs qui gagnent bien en moyenne. Je savais que j'allais être moyen, donc qui gagnent bien en moyenne, et où il n'y a pas d'effet de mode. Et mec, c'était l'IMO. Donc c'est vraiment pour ça que je suis dans l'IMO. Alors, mes parents sont propriétaires de leur résidence principale, ils ont fait un invest quand ils avaient 50 ans, rien de fou, mais j'ai jamais été éduqué là-dedans. Et voilà. Et c'est quoi le premier bien que tu as acheté du coup quand tu t'es mis un petit peu dans l'immo? Parce que je t'ai pas tout dit. Mon beau-frère, qui est mon ancien associé de mon ancienne boîte, mon beau-frère, lui, il faisait de l'immo. Et donc, quand j'ai décidé de faire ce truc-là, il m'a dit, fais avec moi. Et donc, c'est lui qui m'a pris un peu sous son aile. Et le premier invest que j'ai fait, je n'ai pas choisi de le faire. C'était quand j'étais en CDI. Mon beau-frère, celui qui m'a dit, genre 2 ans avant que je rejoigne, m'a dit, t'es en CDI, tu gagnes combien? Tac, vas-y, achète ça.
Et j'ai dit OK. Donc, c'était même pas ma volonté. Aujourd'hui, et c'est très important cette info pour les gens qui aiment l'IMO, il m'a fait acheter un appart à Argenteuil à 150 000 €. C'était il y a à peu près 15 ans. Okay. Aujourd'hui, il vaut 150 000 €, je pense. Donc, pas 1 euro de plus-value, peut-être 155, tu vois. Mais quel est l'intérêt, du coup, d'acheter s'il n'y a aucune plus-value? Bon, d'abord, je savais pas. Quand j'ai acheté, d'abord, je savais pas. Je suis pas complètement con. Mais comme quoi, il faut faire confiance, mais il faut quand même se renseigner. Je savais pas. Mais c'est pas ça le message hyper important. C'est que je suis satisfait de cet investissement. Parce que j'ai acheté un truc à 150 000 € qui m'a rien coûté, genre 50 balles par mois, quelque chose comme ça. C'est ouf. Et qu'en vérité, évidemment, je préfère faire de la plus-value. Mais aujourd'hui, j'ai gagné de l'argent. Parce que j'ai une mensuelle à 900 balles, j'ai un loyer à 900 balles, parce que il a augmenté, voilà. Donc, ça me coûte quasi rien. Alors, à tous les aficionados, là, la taxe foncière, ouais, OK, mais bon, ça me coûte quasi rien. Et j'ai capitalisé déjà 110 ou 120 000 €. Oui. Et en fait, je suis hyper reconnaissant. Oui, on n'a pas fait de plus-value, hein, mais j'ai gagné de l'oseille. Et donc voilà. Donc, c'est ça mon premier invest. Donc, c'était même pas un invest voulu. Et du coup, dans l'IMO, t'as eu un mentor qui t'a appris les bases de l'investissement, de l'immobilier, de la vente, de la transaction, ou on en a parlé tout à l'heure justement parce qu'on disait que notre génération, on a eu la chance d'avoir Internet, où même si tu venais pas d'un milieu de l'immobilier, tu pouvais piocher les infos et tout ça. Toi, comment t'as fait du coup? C'est ce mentor qui t'a tout appris et tu t'es dit OK, là maintenant faut que je l'applique, je le mette en place. Comment ça s'est passé toi? J'ai un peu honte. Alors quand j'ai commencé à travailler donc du coup avec mon beau-frère, on était deux et c'était chacun pour soi. Évidemment, il me formait un peu. Je peux pas te dire que c'était un mentor, pas parce qu'il le mérite pas, c'est parce que chacun faisait son petit truc, tu vois. Il y avait pas une sorte de, il y avait pas une vision, il y avait pas un truc comme ça, tu vois. Mais à un moment, j'ai très vite eu besoin d'un stagiaire et j'ai pris un stagiaire d'une école de commerce et il était bidon. Et j'étais tellement vénère, parce que ça coûte un peu d'oseille quand même, tu vois. Et donc, j'étais tellement vénère que j'ai appelé l'école en leur disant, c'est quoi ce stagiaire de merde, il connaît rien. Je n'en voulais pas à lui. Tu l'avais testé avant un peu? Non, d'ailleurs, je lui passe le bonjour, il s'appelle Maxime Chevalier. On est encore un peu en contact. Non, mais on est en contact encore. Okay. Non. T'es claqué, mais je t'aime bien. Vous avez dit parce que j'ai compris qu'il était claqué. Mais par ses études, c'est pas lui qui était claqué, quoi. Et donc, je lui ai dit, mais c'est quoi cette merde et tout, machin. Et ils m'ont dit, ah ouais, t'as qu'à être prof. Et donc, j'ai dit, ouais, OK, vas-y, je vais être prof. Et donc, j'ai été prof pendant des années à l'ESG Finance. PSB maintenant. PSB, exactement. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris, parce que j'ai pris les cours de l'ancien prof. Et en fait, j'ai été payé pour apprendre. J'ai appris comme ça. Et je recrutais les meilleurs. Ça, c'est un bon plan, d'être prof en école de commerce. T'as un salaire. C'est un bon plan, sauf que franchement, ils m'ont pris parce qu'en fait, ils disent on a besoin de dirigeants d'entreprise. Donc moi, j'ai dit, ouais, c'est bon, je suis dirigeant. J'étais dirigeant, hein, mais de R, en fait. Tu vois. Et donc, et en fait, comme quand je leur ai dit, ouais, mais il connaît rien, ils se sont dit, bon, bah, donc lui, il doit connaître. Donc, je sais pas comment ils m'ont pris prof. Voilà, franchement, hein, j'ai été prof longtemps. Hein. Peut-être 7-8 ans. Et c'est grâce à ça que j'ai appris. Alors, ouais. Transmettre, enseigner. Ouais. Ça va. D'abord, j'étais pas maître de ce que je transmettais. Il y avait un programme, il y avait un cours. J'étais maître de la forme avec laquelle je transmettais, et ça, c'était cool. Mais non, mais j'ai appris. J'ai pris les cours. Je ne savais pas... Enfin, je veux dire, j'ai pris les cours. Donc, tous mes trucs de vente, de closing, de trucs, il fallait que je leur apprenne. Donc, pour leur apprendre, il fallait que je l'apprenne. Donc, je l'apprenais. J'ai été payé pour apprendre. Donc, j'ai un peu de chance, quoi. Et l'étape d'après, c'est faire des formations, quoi. J'ai pas fait de formation. Que moi, j'en vende. Ouais. Non, mais arrête, c'est un gros problème. Non, mais c'est un gros problème parce que je suis démarché grave pour faire... grave, de fou, pour créer ma formation. Okay. Et mec, ils me donnent des prix. Attends, c'est une vraie question. Hein. Là, je te le fais pas. C'est un truc. Moi, je leur dis, je veux pas être vu comme un vendeur de formation. Hein. Et ils me disent, mais attends, tu fais ce que tu veux de ta formation. T'es pas obligé de mettre une formation soir entier en une semaine. Tu vois, tu peux. Voilà. Et ils me disent qu'avec ma communauté et trucs, ça a marché. Et ils me donnent les tarots. Et ils me disent, mais mec, tu vas gagner au bas. Il y en a un là, le dernier, je te montre le message Insta. Il m'a dit, je t'assure. Donc, je t'assure, si tu les fais pas, je te paye. 15 000 € par mois de revenus pour toi. Et c'est quand même. Hein, et c'est de la formation. Ça veut dire, ce terme, il a été galvaudé. Mais en vrai, c'est bien de former des gens, tu vois. Mais nous, on s'est formés. C'est aussi grâce à ça qu'on... Mais de ouf. Et c'est juste que... je sais pas, j'ai une sorte de fierté à deux balles de dire, moi, je vends rien sur les réseaux. Si tu me suis, t'es là, je te fais pas de tunnel devant. Moi, je te vends mon expérience gratuite. Je te la donne.
Mais quand même, c'est des gros... Attends, il m'assure 15 000. Ça veut pas dire que ça me ramène 15 000. Lui, il pense que ça va me ramener 25-30. Il veut m'assurer les 15 000 par mois. Donc, j'ai décidé de pas me poser la question. Ouais. Parce que la réalité, c'est que quand je lui ai dit, mais le problème, c'est que pour vendre ta formation, t'es obligé de poser avec une fausse Rolex sur un volant d'une fausse Porsche pour dire, rejoins-moi. C'est ça. Ouais. C'est ce qui marche, malheureusement. C'est ce qui marche. Mais c'est normal. Tu vas pas vendre ta formation en disant, alors, fais 4% de retard, moins. Va à Argenteuil, des pépites. Moins qu'un PEL, tu vois. Voilà. Mais c'est à chaque fois, parce que comme ça me fait chier de faire les vidéos, communiquer et tout, j'arrête pas de me dire que, ok, au cas où je me plante, ça sera le plan B. Voilà, tu vois. Et pour l'instant, j'arrive encore à ne pas céder à ça. Et parle-nous de ton plan A, du coup. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, après cette première expérience que tu as eue? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vends de l'immobilier neuf. Je vends de l'immobilier neuf partout en France. Okay. Ma vision, mon ambition plutôt. Ma vision, c'est de faire de la France une nation de propriétaires. Ça paraît ouf, mais c'est vrai. Et j'ai bien conscience, me prenez pas pour un con, vous tous là. J'ai bien conscience que je vais pas réussir à faire de la France une nation de propriétaires. Ouais, mais à ton échelle, si tu le fais déjà, c'est déjà très cool. C'est sûr. Ouais, mais j'ai envie de le faire plus qu'à une échelle d'agent immobilier. J'ai vraiment envie de faire comprendre aux Français que c'est nécessaire. C'est plus un kiff. C'est nécessaire, tu vois. Donc ça, c'est ma vision. Et le moyen pour y parvenir, c'est que j'aimerais qu'on devienne la première enseigne d'immobilier neuf de France. Pas tant par le nombre de ventes, parce qu'il y a des banques qui vendent de l'immobilier neuf, donc je sais pas, je pourrais pas rivaliser probablement avec le LCL ou avec Crédit Agricole ou Caisse d'Ep, mais que mon nom soit associé à l'immobilier neuf en France. Quand tu vas acheter un stylo, tu penses à Bic ou Montblanc, ou Waterman. Demain, quand tu penses à immobilier neuf, j'aimerais que tu penses à Broman. Voilà. Ok. J'ai pas fait exprès la rime avec Waterman. Faudrait que je pense à rapper, putain. Après DJ rappeur. Et tu avais une première boîte qui s'appelait BLG, que tu as délaissée pour justement donc faire Broman, la boîte dont tu parles. C'est une façon élégante de dire que je l'ai délaissé, oui. C'est pas exactement ce qui s'est passé, mais oui. Ouais, exactement. Quand j'ai délaissé, c'est que tu as mis le projet de côté pour un nouveau projet, en soi. J'ai pas mis le projet de côté, quoi. Ah, t'es toujours... Non, on m'a mis de côté. Ah, d'accord. Non, alors, pour la petite histoire... bon, bref... J'étais associé avec mon beau-frère, le mec dont je vous parle. Ouais. On a monté une super tôle. C'est important pour moi de dire que c'est lui qui l'a fondé. Moi, je l'ai rejoint, comme je vous ai dit. Et quand je l'ai rejoint, on était 2 et on a été jusqu'à 85 collaborateurs. On a eu la chance d'être leader de notre marché pendant 6-7 ans. Et ensuite, quand la crise est venue, on a décidé de prendre l'option de lever des fonds pour choper des parts de marché. Et au moment de signer le deal... mon assas s'est rétracté. Ok. Et c'était au moment de signer. C'était pas genre 2 jours. C'était le jour de la signature. Pas là, quoi. Et t'es où? Pas là. Donc ça a clashé. Fort. Et il m'a dit, je veux que tu te barres. Et puis ça m'allait, puisque moi, du coup, j'ai essayé de rattraper mon investisseur en lui disant, j'ai le même projet. Je suis désolé, mais voilà. Voilà. Donc, mon investisseur, il était très content parce qu'en fait, il prend plus de parts. Il a tout de suite un hedge sur la négo, tu vois. Genre, instantanément, il y a 20% de plus, tu vois. Voilà. Mais il a pris un risque, il a fait du vrai capital risque parce que tu te barres d'une boîte, tu sais pas qui va venir avec toi. T'as pas de... C'était important aussi de dire qu'il a pris un... Enfin, voilà, c'est ça. Et donc, d'autant je l'ai pas délaissé. C'est que ça s'est malheureusement fini par une grosse embrouille. Je regrette l'embrouille, parce que voilà, c'était 15 ans de... Moi, BLG, c'est ma famille, quoi. Ils existent encore, je suis trop fier qu'ils existent. C'est juste chiant d'être disputé. Et là, ta nouvelle société, tu peux nous en parler? Comment elle s'appelle? Tu as des collaborateurs? Qu'est-ce que vous faites exactement? Et c'est quoi ta vision avec cette société? Alors, je suis infopreneur sur Insta. Non, t'as démarré de zéro. À Dubaï, il n'habite pas ici, il est venu juste pour l'épisode. La boîte s'appelle Broman & Co. Ok. Voilà. Donc, tu as mis le Broman dans le nom de la boîte. Ouais, l'orgueil, frère. Non, c'est pas pour ça. Il y a une stratégie derrière. Mais je sais que tu le sais.
Parce qu'on en a parlé. T'as un vrai filou. La boîte s'appelle Broman & K. Aujourd'hui, on est à peu près, pas à peu près, on est 45. Okay. Grosso modo, 36 commerciaux, 9 personnes. Autres, je sais pas comment dire. Okay. 9 fonctions support. Et le reste du monde. 9 fonctions support. On est un peu partout sur le territoire. Mon objectif, je vous dis les objectifs pas tellement parce que ça vous intéresse, mais parce que ça m'oblige en fait. Quand je dis devant des caméras, ça me. Trop parlé. L'avocat. On fera un épisode dans un an et on pourra voir s'il a tout réalisé. J'aimerais bien à décembre prochain qu'on soit 70. Ok. Et à fin 2026, j'aimerais trop être 200. Voilà, c'est ça l'objectif. Toi, tes objectifs, c'est le nombre de collaborateurs plus que le nombre de chiffre d'affaires, par exemple? Non, pas du tout. C'est juste que là, on parlait du nombre. Donc, voilà. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. C'est horrible. Non, mais enfin, tu vois, non, pas du tout. Mais c'était mes objectifs de recrutement. Okay. Voilà. Et puis une boîte, tu sais, ça change. Aussi. Et t'es à Paris et le siège est à Paris. Le siège est à Paris et on est un peu partout en France. D'ailleurs, on change notre modèle là. Okay. Mon objectif, c'était d'être un peu dans toutes les villes de France. Je rêve éveillé, tu vois, mais c'était d'être un peu partout. Genre, en gros, d'ouvrir un petit bureau à Mulhouse, un autre à Strasbourg, un autre truc, pour ce truc de faire de la francisation de propriétaires. Et on a changé notre modèle il y a 3 mois. D'abord pour des difficultés de recrutement. Il y a des villes où il y a moins de profondeur, tout simplement. Enfin, je veux dire, voilà. Mais surtout parce que l'ADN de là où on travaille, moi je fais un point d'honneur à ce que les bureaux ils soient chamés, que l'ambiance elle soit chamée, etc. Et en fait on peut pas retranscrire bien ça. Donc maintenant j'ai décidé de faire des spots en France de 25-30 personnes. Okay. Donc là on a Paris, on a Marseille, on a même Tel Aviv. C'était pas voulu. Les grandes villes principalement. Ouais, alors non, mais c'était même pas voulu Tel Aviv, tu vois, c'est fou, que tu fous à Tel Aviv, tu vois, genre, tu veux faire de la francisation de propriétaire, t'as pas l'impression de, tu vois, c'était Tel Aviv par opportunisme, parce que tu sais, dans le neuf, et c'est pour ça que j'ai choisi le neuf, 100% du temps de mes collabs, c'est du commercial. Un agent immobilier, il passe des coups de fil sur le bon coin, il peut faire du boitage, il fait des visites, il fait la route jusqu'à la visite. Moi, il n'y a pas. 100% c'est de la vente. Une visite, c'est on envoie un plan par mail. Donc voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai 2 collaborateurs qui sont partis vivre à Tel Aviv et qui m'ont dit, mec, pourquoi je peux pas travailler? On fait des visions, on fait des, tu vois. Et ils ont raison. Mais moi surtout, ils marchaient les mecs. Donc j'ai dit oui, je vais pas te former gratos pour rien et après tu te barres, tu vois. Donc ils ont commencé à faire ça. Et puis comme ils gagnent bien leur vie, il y a des copains qui ont dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Et donc voilà. Et on s'est retrouvés, on est 10. Incroyable. Tu vois, genre alors, incroyable, parce que du coup, je suis obligé d'aller les voir. Non, c'est chiant, ça. Hein. Voilà, la mer à côté. Voilà. Ouais, exactement. Mais c'est pas la mer à côté, mec, c'est la vue sur la mer. La vue du bureau sur la mer, mais ça change ta vie. Non, mais sans déconner, ça change ta vie. La qualité de vie, j'ai des potes qui habitent là-bas, ils m'ont dit, la qualité de vie, ça n'a rien à voir. Entre 2 roquettes, c'est la folie. Ah oui. Ouais, vraiment. Entre 2 bombes, c'est génial. Mais ouais, voilà. Donc aussi à Tel Aviv. Mais c'est pas du tout un axe de développement pour moi, par contre. C'est un truc d'opportuniste, quoi. Voilà. Tu disais que du coup, tes commerciaux vendaient à distance. L'immobilier, c'est un métier de pierre où les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'ils peuvent toucher, c'est du solide. Comment vous arrivez avec tes équipes à vendre quelque chose qu'au final ils ne voient pas et c'est juste du plan, du visuel? Comment vous créez suffisamment de confiance pour qu'ils payent, j'invente, 300 000 euros un T5 à Paris? J'invente. Ouais. Il avance. D'abord, c'est pas grâce à nous. Okay. Souvent, les gens ont l'impression, tu vas voir mes copains de Côté Neuf, je vais en citer d'autres, BLG, voilà. C'est nous, on lui a vendu cet appart. Non, c'est grâce aux promoteurs, les gars. Les gens, ils achètent pas chez Broman. En tout cas, pas encore. Okay. Ils achètent chez Bouygues, ils achètent chez Vinci. Et il s'avère qu'il y a un Broman qui s'est mis au milieu. Donc, en fait, la notion de sécurité pour rassurer les clients, c'est qu'ils achètent un gros nom de l'immobilier. Pour autant, nous, on a compris ces blocages, et je dis nous cette fois, et là je parle que de moi et pas mes concurrents, parce que pour l'instant ils ne le font pas, où j'ai mis énormément de moyens pour lever ces blocages. Par exemple, on est la seule boîte en France de commercialisateurs, donc de vendeurs, qui avons une garantie revente. C'est-à-dire que chaque personne
qui passe chez Broman & K a la possibilité de prendre une assurance qui coûte grosso modo 1300 balles, one shot, tu vois, qui leur garantit qu'il n'y aura pas de moins-value à la revente à hauteur de 70 000 euros ou 80 000 euros. Donc ça, c'est un frein qu'on a un peu enlevé. Il y a un autre frein qu'on a enlevé. On est la seule boîte de France, encore une fois, pour le moment, parce que je sais que je suis très scruté. Mais pas moi, mais enfin, on se scrute tous, quoi. Voilà. Qui avons chaque plan un plan 3D. Alors toi, ça te paraît fou, tu vois. En plus pour vous. Sauf qu'un plan 3D, ça coûte beaucoup d'oseille. Et donc les promoteurs, ils offrent les plans 3D, mais une fois que le mec a acheté. Nous, on est la seule qui offrant les plans 3D à l'aide à la décision. Bah ouais, c'est important en plus. Oui, c'est important, mais aujourd'hui, on vend 100 et ça coûte vraiment très cher. Je ne sais pas si vous avez une idée des prix, mais ça coûte vraiment très cher. D'une, ça coûte cher, mais en plus de ça, ça met du temps. Et donc, si tu veux avoir le plan rapidement, ça coûte encore plus cher. Donc voilà ce qu'on a fait pour un peu lever ces blocages. Mais en effet, il y a des gens qui ne sont pas capables d'acheter du neuf. Ils ont envie, tout va. Ouais. Et ils disent, j'attends que ça soit livré. Mais frérot, il y en a plus. C'est trop tard. Évidemment. Les pépites, elles partent très vite. Évidemment. C'est pour ça qu'il y a un effet d'aubaine dans le neuf. Alors, je le dis, ça marche pas partout, mais il y a un gros effet d'aubaine dans le neuf. Vous pouvez faire des plus-values de 10-15%. C'est pas la folie, mais sans que ça vous coûte rien. Parce qu'en fait, il y a tout le temps, quand il y a une nouvelle résidence qui sort, les mecs passent et disent, putain, c'est beau, je veux habiter là. Mais en fait, c'était vendu il y a 2 ans. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens, enfin, quelques initiés qui achètent, le crédit n'a pas commencé, ils ont payé que l'assurance du crédit, ils ont que fait un dépôt de garantie de 1005 et ils revendent 2 mois avant la livraison quand le truc sort. Et il y a tout le temps une plus-value de 10-15 points. Alors certes, c'est pas énorme, mais ça ne t'a rien coûté. T'as réservé le bien, t'as levé un crédit, mais le crédit, t'as pas commencé à le rembourser parce que tu le rembourses quand l'appart sort de terre et tu revends avec 10 points de plus-value. L'air de rien, tu peux prendre comme ça 40-50 000 euros et tu peux en faire 3. Est-ce que tu as les mêmes petits principes de off-market où tu vas pouvoir avoir des petits biens un peu en exclu, etc., que tu vas pouvoir obtenir pour certains de tes clients ou des choses comme ça? Oui, et comme dans l'ancien, la majorité du temps, le off-market n'est pas off-market. Voilà. C'est un mot magique qui est très galvaudé, je trouve, le off-market. Truc de parfois ils disent off-market, il y a 3 annonces, le bien tu le retrouves sur 3 annonces et tout, etc. Mais c'est pas ça, c'est que souvent on te propose un bien off-market, un agent immobilier te propose un bien off-market et l'agent te connaît pas. Ça veut dire que donc déjà, si moi je le reçois, t'as dû l'envoyer à 400 mecs. Mais surtout, ça veut dire que toi tu l'as pas pris, ton rep l'a pas pris, ta tante, ta meuf, tes amis proches l'ont pas pris, et maintenant tu balances un WhatsApp d'un mec donc tu connais pas le prénom et tu dis vous savez ce que ça veut dire. Voilà. De toutes les façons, il y a un truc, il y a Christophe Rocancourt qui m'a appris un truc incroyable. C'est peut-être le seul truc qui... Bon, après, je le fréquente pas spécialement, mais... il est chaud. Moi, j'avais lu son livre quand j'étais plus jeune et c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il a fait. Incroyable. Mais il m'a appris un truc, il m'a dit de toutes les façons, quand tu veux gagner plus que ce que le marché offre, c'est là que tu te fais arnaquer. Donc, en fait, ça n'existe pas un bien à vendre off-market. S'il est à vendre, il est sur le market. Voilà. Donc, si on te vend un truc off-market... c'est qu'il est tellement pourri qu'on peut pas te le mettre sur le market. Je dis pas que c'est le cas pour tout, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent pas dire qu'ils vendent, et ok, ça peut arriver, mais généralement, quand tu cherches un studio ou un 2 pièces et que tu as un budget de 250 000 euros, c'est pas trop du off-market que tu vas trouver. Le mec qui met un bien off-market et qui veut pas le dire, c'est des sociétés qui sont importantes, qui sont cotées, qui veulent pas dire qu'ils se séparent de leur actif, donc ça va être un immeuble, voilà. Le studio à Lyon, 7e, à 220 000 euros, normalement, il n'est pas off-market. Tu vois, faut le dire. Enfin, moi, je le dis, en tout cas. Et tout à l'heure, tu parlais des promoteurs. C'est hyper intéressant parce que j'ai de la famille qui ont acheté dans le neuf. Et on habite à Charenton-le-Pont et à Ivry-sur-Seine, il y a beaucoup de neufs qui s'est construit. Et en fonction des promoteurs, on a pu voir une qualité qui est totalement différente sur les immeubles. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui veut acheter dans le neuf? Est-ce qu'il y a des promoteurs, je ne sais pas si tu veux citer des noms, mais est-ce qu'il y a des promoteurs que tu pousses plus particulièrement? Quels points ils peuvent vérifier en amont avant d'acheter? Alors déjà, il n'y a pas des... franchement, j'en ai fait des tonnes des podcasts, et c'est fou, mais c'est la première fois qu'on me pose cette question, alors qu'elle est très importante. Donc voilà. Donc comme quoi, tous les autres podcasts, c'était vraiment de la merde. Vraiment de la merde. Première chose. Donc il n'y a pas de promoteurs qui sont mieux que d'autres. C'est comme si je te dis, tu préfères une Renault ou une Porsche. Ça dépend de tout le monde.
Non, mais c'est pas que ça dépend de tout, ça dépend de ce que tu peux. Tu vois, il y a des promoteurs qui sont reconnus pour être un bon rapport qualité-prix. Okay. Primo-accession, voilà. Donc, ils vont mettre des matériaux moins quali, etc. Mais ils te permettent d'être propriétaire. Lesquels, par exemple ? Par exemple, les nouveaux constructeurs, par exemple, Bouygues, par exemple. Alors, Nexity, c'est les meilleurs parce qu'ils ont différents trucs. Ils ont des trucs, j'allais dire cheap, pas cheap, bon marché, des trucs plus luxe, etc. Et après, il y a des positionnements. Par exemple, le positionnement de Cogedim, de Franco-Suisse, de Emmerich, de Ogic, ça, c'est du luxe, tu vois. Mais donc, ça fait pas d'eux des meilleurs promoteurs. Vraiment, il faut comprendre que les gens achètent ce qu'ils peuvent et que s'il y avait que du luxe, déjà qu'on est très peu de propriétaires en France, il y en aurait encore moins. Donc, c'est vraiment, tu vois, quand toi, tu vas t'acheter une Peugeot, je suis nul en voiture, mais je sais pas, t'as pas l'impression d'acheter un truc cheap. T'as acheté ce que t'as voulu. Enfin, voilà, t'as acheté dans tes moyens ou alors ce que t'as voulu. C'est pas un truc cheap. Et ça roule de la même manière que la Mercos, tu vois. Et il n'y a pas de promoteur de la galère, comme tu pourrais acheter une bagnole avec les roues crevées et les fenêtres cassées, tu vois. Si, il y a des promoteurs, je le dis moi pour rigoler, où t'es sûr de jamais payer d'impôt sur la plus-value, quoi. Tu feras jamais de plus-value. Alors non, il n'y a pas des promoteurs de merde, il y a des promoteurs très chers. Okay. C'est pas des promoteurs de merde. Voilà. Et je peux pas citer. Je peux pas ce qui est normal. Non, c'est pas normal. Non, mais tu sais surtout pourquoi je peux pas les citer, parce qu'en fait, ça dépend des. En fait, on est dans une période un petit peu charnière en ce moment. Et c'est horrible de dire ça parce que vous allez dire que je suis un enculé, tu vois. Mais il y a eu la crise. Enfin, il y a la crise. Et donc, ils ont acheté des terrains au moment où c'était pas la crise. Ils ont acheté des terrains chers au moment où ça défonçait. Ensuite, il y a eu la crise où les coûts de construction ont explosé. Et en fait, on se retrouve devant une réalité du marché. Soit le promoteur, il plante, entre guillemets, 200 futurs propriétaires en livrant un truc vraiment pas bien. Soit il plante la boîte. Alors quoi ? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de truc. Donc en fait, si tu veux, les mecs qui ont été livrés d'un promoteur et qui a fait un truc de merde, bah oui, c'est possible. Je vous conseille de vous retourner contre lui et vous gagnerez, tu vois. Mais je peux pas citer un nom parce qu'en fait, quand tu sauves si tu sauves des emplois ou si ça te permet de créer plus de logements après, etc. Enfin voilà, on peut pas. Tout le monde a été pris de court par la crise. Et selon toi, mieux vaut être dans un mauvais emplacement avec un excellent promoteur ou dans un très bon emplacement mais avec un mauvais promoteur? Franchement, il n'y a pas de mauvais promoteur, tu sais. Non, mais mauvais, tu vois ce que je veux dire. Non, tu sais que les finitions vont pas être exceptionnelles parce que les finitions, peu importe le milieu, c'est toujours ce qui est important parce que c'est ça où tu sais que ça va rester dans le temps. Et l'immobilier, une fois que tu achètes, tu n'as pas envie de devoir rappeler un artisan pour réparer des choses. D'abord, quand je dis qu'il n'y a pas de mauvais promoteurs, il y en a probablement. Ce que je veux dire, c'est que les promoteurs avec lesquels je travaille, pas que moi je suis meilleur, mais on travaille avec des promoteurs nationaux, côté, etc. Et là, il n'y a pas de mauvais promoteurs. Il y a comme je t'ai dit, des styles de promoteurs. Promoteurs haut de gamme, promoteurs bas de gamme, etc. Pour les finitions, j'insiste quand même sur un truc, c'est que vous avez à peu près, quand tu achètes dans le neuf, tu as 2 mois pour voir toutes les finitions qui vont pas. Et donc, il y a des finitions qui vont peut-être pas être belles. Mais normalement, il n'y a pas un promoteur qui te livre un truc qui ne fonctionne pas. S'il ne fonctionne pas, tu as 2 mois pour dire qu'il ne fonctionne pas. Et évidemment, c'est changé gratuitement. Et ça, c'est la loi. C'est pas, tu vois, c'est la loi. Donc là, le premier truc. Je vais pas donner un avis, donc, pour répondre à ta question de mec de limo, je vais donner un avis de mec tout court. Moi, personnellement, je préfère vivre dans un quartier qui me plaît. Mais c'est moi. Ma meuf, par exemple, elle s'en fout. Elle veut être bien chez elle. Elle va privilégier une chambre de plus. Elle va privilégier un plus grand séjour et elle s'en fout de prendre la voiture pour aller boire un café. Moi, j'aime bien descendre en jog et prendre un café. Chacun son... Tu vois, j'ai pas de réponse d'IMO à te donner là-dedans. Je sais juste un truc, c'est que moi, dans mes investissements, j'ai privilégié, donc le contraire de ce que je viens de dire, j'ai privilégié acheter plus de mètres carrés dans des zones plus lointaines que moins de mètres carrés dans des zones top. Et parce que c'est de l'investissement. Mais quand c'est pour la RP, tu préfères être du coup... ouais, mais même la RP, ça change. Regarde, moi aujourd'hui, je vais à Terne, côté Porte-Maillot. C'est trop bien. J'ai une terrasse. J'ai la vue sur la Tour Eiffel. J'ai un jacuzzi sur ma terrasse pour quand j'étais... pour me rappeler qu'un jour, j'ai été célibataire, mais que ça ne sert à rien. Une casquette. Donc, c'est trop bien.
La vie, ça veut dire j'ai la vie. Je suis sûr, il y a des mecs qui ont 25 ans qui disent, moi, à 40, je vais... Ok, mais moi, aujourd'hui, je suis très chaud pour une maison loin. Donc ça change en fait, tu vois ou pas ce que je veux dire. Et ça se trouve, je vais dans une maison très loin, au bout de 2 minutes, je vais dire, bon, allez, c'était sympa, on retourne à Paris. Mais donc voilà, franchement, l'important c'est de faire. Et je te jure, l'important c'est de faire. Et tu as été beaucoup présent sur les réseaux ces derniers temps. T'es aussi passé à la télé, à la radio, sur un sujet qui est, je trouve, assez parfois complexe et qui se fait pas forcément comprendre par tout le monde, qui est l'immobilier. Est-ce que tu as ressenti que tu te faisais parfois peut-être un peu clasher? Est-ce que ça a été plutôt bien pris, le sujet de l'IMO, qui est pas forcément entendu par tout le monde, où les gens sont vus un peu parfois comme des méchants investisseurs qui veulent prendre l'argent de tout le monde et qui travaillent sans rien faire? Écoute, j'ai été tout le temps invité dans des émissions de radio et de télé, grosso modo de droite. Donc en fait, j'étais bien accueilli. Voilà. Mais sur les réseaux, ouais, je me fais clasher, bien sûr, partout, même TPMP, je me fais clasher, voilà. En fait, moi, je suis un chef d'entreprise. En fait, je fais valoir mon travail. Donc, en fait, je m'en fous du clash. Je te parle pas des réseaux. Là, je te parle des trucs télé, radio, journaux. Alors, sauf que journaux, c'est charmé, il n'y a pas de commentaires. Donc, tu sais pas, le mec, il t'aime pas. Et, il a lu les échos et juste, il est pas content. Au bar du coin, il parle de toi, mais tu le vois pas. C'est la folie, les journaux. Ouais. Ah, c'est la folie. En plus, ça fait grave plaisir à tes parents parce que c'est beaucoup plus classe. Tu vois, moi, j'écris dans la tribune, l'opinion, les échos, c'est classe, tu vois. Donc, voilà. Moi, mon objectif, c'est une phrase de Booba quand il dit je fais ni la queue au Ritz ni au McDo. Ça, c'est sa phrase. Et moi, mon objectif en tant que chef d'entreprise pour faire valoir mon entreprise et mon industrie, c'est d'écrire à la fois dans la tribune, dans l'opinion, dans les échos, dans le JDD, je te cite tous les trucs que j'ai écrits dans le Huffington Post, mais aussi d'aller sur TPMP, aussi d'aller sur TikTok, aussi d'aller sur LinkedIn pour faire valoir mon message. Donc, mec, je peux pas communiquer sur absolument tout ce qui existe et ne pas avoir de détracteurs. Le seul truc qui me casse les couilles, c'est les détracteurs qui me classent, qui m'excluent. Qui, parce qu'ils ont dit un truc, ils considèrent que je suis un facho, ou parce qu'ils ont dit un truc, ils considèrent que je suis un gaucho, ou parce qu'ils ont dit un truc, ils considèrent que je suis un connard. Voilà. Ça me touche véritablement. Mais sinon, moi, je viens dérouler mon speech, quoi. Genre, quand j'étais sur TPMP, quand on m'ont dit pourquoi t'as été sur TPM? Mais 2 millions de téléspectateurs. Ouais. Bah oui. Quotidien, invitez-moi les gars, si vous me regardez, invitez-moi. Mais parce que mon message il est ni de droite ni de gauche, je ne crois pas dans les retraites, je pense que notre retraite c'est pas dans la rue, c'est dans la pierre. Basta. C'est ça mon message et moi je veux faire comprendre ça aux Français. Donc invitez-moi et je viens. Et t'as pas peur que ça soit un traquenard en fonction de où tu vas? Parce que je sais par exemple Squeezie, quand il était allé chez Ardisson, il s'était fait, c'était vraiment un traquenard, il s'était fait attaquer de partout. Tu penses pas qu'en allant dans certains plateaux, tu sais qu'ils vont pas vouloir de ton bien, alors qu'aujourd'hui, notre génération, on va plus trop à la télé parce qu'on sait qu'ils veulent pas forcément notre bien ou ça va être traquenard, alors que sur YouTube, tu gères ta communication. Là, par exemple, tu es venu sur ce podcast, mais parce que tu as regardé avant et tu es, je pense, plus ou moins en accord avec nos valeurs. Ça te fait pas peur parfois d'aller dans des endroits où tu sais qu'ils veulent pas forcément ton bien et ils veulent juste te détruire? Ah non, c'est ça qui me fait kiffer. Ouais. C'est ça qui me fait kiffer. Okay. Et moi, contrairement à Squeezie, que si ça se trouve c'est le cas, mais en tout cas de l'image que j'ai de lui parce que je le connais pas personnellement, Squeezie c'est un homme public. Donc il doit faire attention à son image publique. Moi, je suis un entrepreneur, je suis habité par ma vision. Ma vision, je dois la transmettre. Et donc c'est une des parts de mon travail, au même titre que la compta. Une autre part de mon travail, c'est faire valoir ma vision pour le bien d'abord de mon entreprise et si ça peut rayonner sur mon industrie et même sur mes concurrents, je suis content. Mais moi, moi ce podcast, il m'intéresse pas là. C'est ma zone de confort. Vous êtes mes copains. On peut. Le micro s'arrête, on va avoir la même discussion. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est parler à cet enculé qui a été sur RMC, je sais plus quoi, qui dit je suis un banquier de Place Vendôme et je vous dis il faut absolument pas acheter d'immobilier, il faut parce que c'est dangereux. Okay. Moi, je veux parler au patron de Trade Republic qui a payé 25K pour aller sur Legend pour lui dire frérot, tu te réveilles, oui. Enfin, tu vois. Et moi, c'est eux que je veux aller. Là, vous, on est copains. Enfin, je veux dire, tu vois, tu vas peut-être me dire le 9, c'est pas bien. Bon, ok, c'est pas cool. Non, mais okay, voilà. Ancien VS9, c'est parti. Non, mais donc, voilà. Donc, non, ça me plaît grave. Et en plus, moi, j'adore le débat.
Donc non, franchement, ça me plaît. Mais le mal de notre siècle, c'est qu'on se communautarise tous et qu'on regarde que les émissions qui vont dans notre sens et les articles qui vont dans notre sens. Donc bon, bah, c'est regrettable. Tu pourrais faire de la politique. On en a parlé déjà sur un autre épisode avec un autre invité. Et c'est vrai qu'on manque d'hommes de terrain aujourd'hui. Mais les hommes de terrain n'ont pas envie parce que le dernier homme de terrain qui va être peut-être Bernard Tapie, quand on voit comment ça s'est terminé, toi, c'est un truc qui pourrait te tenter ou au contraire, chacun ses choses. Moi, je reste dans. Mais moi, je fais de la politique. Moi, je fais de la politique dans mon entreprise. Mais pour de vrai. Mais non, mais ça veut dire... C'est-à-dire Non. Ça veut dire que pour faire de la politique, t'es pas obligé d'être un homme politique. Bernard Arnault, il fait de la politique. On parlait de TPMP. Hanouna, il fait évidemment de la politique, évidemment. Et donc, en fait, est-ce que j'ai envie d'être homme politique dans un parti, député, ministre ? Ah non, pas du tout. En plus, c'est mal payé. Donc, non, pas du tout. Par contre, aller, quel que soit le ministre du Logement, pour dire, viens, on fait ça, être dans un think tank... Bien sûr, je le fais. Et moi, je fais de la politique aussi dans mon entreprise. Je fais des actions politiques. J'essaie de faire passer des messages. D'ailleurs, j'ai un problème. Pourquoi tu te marres ? Non, je sens la dinguerie qui va arriver. Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Non, mais non, vraiment aucun rapport. À vendre, c'est pas un truc. Non, vraiment. T'inquiète, c'est sans filtre. Non, mais vraiment truc de ouf, parce que ça m'a. Bref, ça fait quelques temps que je perds une tonne d'abonnés sur Insta. Okay. Et moi, j'ai jamais acheté des. Il n'y a pas de raison. Genre, j'en perds, je sais pas, 200 par jour. C'est à mon échelle de compte, c'est beaucoup. Okay. Et bon, bah, je comprends pas, tu vois, parce qu'en plus de ça, quand c'est des vrais followers, quand je dis des vrais, ça veut pas dire des mecs qui ont acheté, mais quand t'as pas fait un jeu concours, c'est des vrais followers, tu vois. Qualifiés. Et donc, j'essaie de comprendre pourquoi. Donc, voilà. Et en fait, Insta m'a classé, donc c'est pour ça que. En personnalité politique. J'étais en personnalité entrepreneuriale et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous dire que je suis le 313e personnage politique le plus influent en France. 313e. Et la boîte de com me dit, mais c'est génial parce que c'est... Alors, c'est hyper chambé d'être 313e. C'est beaucoup, en fait, 313e, tu vois. C'est vraiment beaucoup. Par exemple, on parlait de la meuf de Zemmour, là, ça elle est bien dans tout, par exemple. Et donc, il me disait, putain, il faut pousser là-dedans. Je dis, mais pas du tout, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Ouais, toi, c'est de l'IMO de base. Oui, c'est de l'IMO, sauf que dès que tu dis, je veux faire de la France nation de propriétaires parce que je crois pas dans les retraites, ils te classent en politique. Mais moi, c'est pas politique, je le crois vraiment, tu vois. Mais quand on dit ta retraite, non, mais en plus, j'ai fait des OP de com, tu sais, pendant les présidentielles, j'ai vu les affiches. Voilà, et donc, bon, bah, oui. Donc, je te jure, j'ai l'impression de faire de la politique. Simplement, je vote pas pour un parti ni droite, ni gauche, ni machin. Ce que j'essaye de faire valoir, c'est nous protéger. Comment t'es vu de tes concurrents ? Parce que t'es quand même très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils aiment te détester ou au contraire, ils t'utilisent pour justement se valoriser ? T'as eu des feedbacks ? Alors, tous mes concurrents que je connais personnellement, on s'adore. Je passe le bonjour à... alors, sauf mon beau-frère avec qui on s'est embrouillé maintenant, mais voilà. Mais je passe le bonjour à Erkan de Bonaparte, qui est un pote. On en parlait tout à l'heure de Bonaparte. Ah bah voilà, je passe le bonjour à Vincent de Côté-Neuf, qui est plus qu'un pote, lui. Carrément, il m'aide. On s'aide, on se challenge, on se truc. Voilà, donc, on l'a rencontré, il est très cool, on a bien ri avec lui. Ouais, il est très sympa. Et, donc mes concurrents que je connais personnellement, je m'entends tous bien avec eux. Et sinon, tous les autres, ils me chient un peu dessus, mais je pense que c'est plus pour se faire valoir. Mais c'est pas une... Tu sais, ça doit le vénère, quoi. Tu vois, l'immobilier neuf, comme Broman. Ouais, mais Broman, tu sais, j'ai dû le niquer sur un deal. Ouais, je sais pas, je les connais même pas, quoi. Le mieux, c'est que l'autre fois, j'ai vu une meuf qui m'a dit, j'ai rencontré ton associé. J'ai dit, ah bon ? Et donc, il y a un mec qui a dit, il était mon associé. Je ne l'ai jamais vu, quoi. Pour pécho en soirée, on va peut-être utiliser cette technique, ça peut passer. Mais ce qui est chambé, c'est que je m'appelle Broman NK. Donc, t'as compris que le mec devait s'appeler, je sais pas, il devait s'appeler Kevin. Alors, il s'avère, Kevin, il s'avère que c'est bon, Dirko et tout, il est charmé, donc, mais je parle pas de lui, évidemment. Non, mais voilà. C'est quoi un autre prénom en K? Il y en a pas, je sais pas, Kyle, ok? Il devait s'appeler Kyle. Il a dit, ouais, c'est moi, mais j'avais pas envie parce que moi, j'ai dit, ah bon? Il est fort. Et c'est extraordinaire. J'ai failli le recruter. Donc, non, ils sont,
sais pas si... Je vais pas dans les soirées d'IMO. J'ai une question sur les promoteurs, je reviens un peu là-dessus parce que c'est hyper intéressant et souvent on entend très peu parler de ça. Les promoteurs, du coup, comment tu crées du lien avec eux? Parce qu'au final, c'est eux qui t'amènent le produit, puisqu'ils n'ont pas à démarcher. Comment tu entretiens une relation avec les promoteurs? C'est très corporate. Comment ça se passe exactement? Tu as 3 promoteurs. Quand tu arrives à avoir un deal avec un promoteur, ça doit être très, très compliqué parce qu'il y a beaucoup de business. Comment ça fonctionne, cette relation? Écoute, encore merci. Je te raconte. Encore merci pour ta question. C'est encore une question qu'on me pose pas et j'en profite pour dire à tous les gens de ma profession, ne pas oublier que nos clients, c'est les promoteurs. Moi, mon client, c'est le promoteur. Moi, en vrai, j'ai un business B2B2C. Tu vois, je veux dire, mes clients, c'est les promoteurs. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que ma personnalité, comme tu as dit, elle est clivante. Ça marche pas avec un promoteur. Je te parle, ça marche grave avec le promoteur qui fait des maisons individuelles. C'est le même que moi. On est copains, lui. Tu vois, on est voilà. Pas le gros paquebot. Le gros. Tu vas +2, voilà, le numéro 1 ou numéro 2 d'une boîte cotée en bourse, il a pas envie spécialement peut-être d'être représenté par moi qui fume ou qui boit sur les vidéos, qui raconte des histoires de cul. Et encore, mais en tout cas, il a peut-être pas envie, tu vois. Donc, c'est un vrai problème pour moi, ça. Et pour ça, j'ai décidé d'avoir la meilleure équipe commerciale du monde et les meilleurs outils commerciaux possibles pour qu'il n'ait pas le choix, entre guillemets. Mais c'est ce truc-là que j'aimerais casser parce que la réalité, c'est que j'ai la même vision qu'eux. Moi, j'ai fait du neuf par patriotisme. Et c'est ce que je dis aux promoteurs parce que je suis plus doué qu'eux pour la communication. Voilà, c'est comme ça. Ça se trouve, ils peuvent le faire, mais il s'avère qu'en ce moment, en tout cas, je suis plus doué qu'eux. Et j'aimerais bien être plus proche d'eux. Et aujourd'hui, c'est pas assez le cas. Aujourd'hui, j'ai des grands noms de l'IMO en France de partout qui me sollicitent. Sauf les promotes pour qui je me bats. Et c'est relou, tu vois. Bah ouais, et j'aimerais leur dire. Mais ouais, et moi, c'est le message que je passe tout le temps. Quand tu achètes un appart, si toi, tu achètes un appart à 200 000 à toi, tu viens de lui donner 200 000, tu t'enrichis, il s'enrichit, vous êtes content. Ouais. Quand tu achètes un appart à 200 000 euros dans le neuf, tu enrichis la France. Sur les 200 000, tu as 180 000, ok, dans le meilleur des cas, tu as 180 000 qui restent en France, qui tournent en France, où on va payer des ouvriers qui vont eux-mêmes acheter des sandwichs et que la boulangère, elle va acheter une voiture et que la voiture... La TVA. Et en fait, la TVA, évidemment. Ouais. Et donc, en fait, j'aimerais leur dire que, ok, on se ressemble pas, mais je suis votre meilleur représentant. Je suis votre meilleur représentant parce qu'en fait, le fait de vouloir faire de la France une nation de propriétaires, on va le faire grâe aux promoteurs. Et ensemble. Bah oui, c'est vrai. Et voilà, alors, je te dis pas qu'ils m'en veulent de rien. Je dis juste que je suis... tu vois, il y a un classement qui est sorti, là, un classement d'influence. Et je suis passé devant, mais on se tire la bourre, tu vois. Des fois, c'est elle, des fois, c'est moi. Je suis passé devant la CEO de Nexity, en influence. Bon, parce que ça vaut pas grand-chose. Pas, perso, moi non plus. Okay. Mais tous, ils me parlent. C'est-à-dire que j'ai, moi, Plaza qui me parle, enfin, qui me parlait avant qu'il meure, quoi. Mais j'ai tous les grands de l'IMO qui me parlent. Absolument tous. Pas les promoteurs. Ah, c'est ouf, ça. Tu vois, donc, voilà. Alors, non, je les arrose pas, mais j'ai une loge au Stade de France. Ça aide. Donc, parfois, voilà. Donc, parfois. Des invitations qui partent, comme ça. Des invitations qui partent. Sauf que là, je suis un peu en galère parce que les prochains events au Stade de France. Alors, dimanche, je vais voir France-Croatie. Avec Nexity d'ailleurs, mes copains de Nexity. Voilà. C'est cool, ça. Très, très cool. Mais après, je t'explique la truc. Burna Boy. Oh, sympa. Ouais, sympa, mais quelle promote, frère. Ouais. Oui. Jul. Attends. Nino. Après, j'amène qui? Faut les Non, mais je vais les revendre. Les fils des promoteurs. Non, mais je vais les revendre. Non, mais j'amène qui? J'amène qui, frère? Nino. Parce que t'as compris qu'ils veulent aller voir Nino. Ils veulent aller voir Jul. Mais ils peuvent pas dire je vais voir Jul. Bah oui. Ah, c'est dur. Ah ouais. Ça veut dire. Donc, ça passe quand, votre truc? Ça passe le mois prochain, donc en avril. En avril. Bon, bah voilà. Alors, avril, ça va. S'il y a un promoteur qui veut venir voir Jul avec moi, venez. Bah voilà. Par contre, j'ai Beyoncé aussi. 4 dates. Ça. Imagine Dragons et tout. Bon, écoute, c'est bien, mais en fait, Stade de France, c'est des concerts, quoi. En vrai, mais est-ce que ta boîte de com, du coup, elle te dit parfois, bon, David,
est-ce que tu veux pas être plus sérieux entre guillemets, corpo, va avoir du B2B, voilà, communique fais des vidéos très cadrées, etc. Bah oui. Il se tue à me le dire. Vraiment, il se tue à me le dire. Absolument tous les communicants que j'ai, parce qu'en fait, il y a des différents communicants, voilà. Il se tue à me le dire. Je sais qu'ils ont raison. Mais je ne suis pas capable. Non, mais écoute, il y a une très belle phrase d'un grand penseur de notre temps qui s'appelle Damso. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui dit une seule erreur et t'as plus de followers, donc je fais ce que j'aime et pas ce qu'on me dit. Et je le pense. C'est un choix de business. Je crois que je peux être pseudo-bon dans ma communication si je suis sincère. Je suis pas capable de... Par exemple, quand ma boîte de com me dit « Est-ce que tu peux juste dire, s'il vous plaît, abonnez-vous ?» Ça ne marche pas. Ça, tu le vois à ma tête que c'est joué, tu vois. Donc, bien sûr qu'il faudrait... mais encore une fois, en fait, les gens, comme ils me voient sur les réseaux, ils pensent que je suis un acteur ou un communicant. Non, je suis un entrepreneur qui pousse sa vision. Donc moi, tu me sors de ma zone de confort. Moi, tu me fais animer une émission à la télé, c'est une catastrophe. Toi, tu crois que ça va être sympa, mais non, c'est juste que là, je sais de quoi on parle, je suis bien, tu vois, mais sinon, c'est une cata. Et tu as vu une différence dans tes chiffres depuis que tu t'es lancé dans la création de contenu? Parce qu'il n'y a pas tous les entrepreneurs qui se lancent dans la création de contenu. Aux États-Unis, tout le monde a compris que le personal branding, l'intérêt. Toi, c'est toi-même qui a eu cette démarche, ou c'est la boîte de com qui t'a dit, bon, pour améliorer les chiffres de la boîte? Non, moi, c'est grâce à un concurrent. Tiens, je vais le nommer, comme ça, il va être content. Allez. Enfin, s'il n'a pas encore déposé. Il s'appelle Utopia. Putain, je connais pas. Ok. Ouais. C'est pour ça. Non, il s'appelle Utopia. Donc, Utopia, c'était un couple de personnes qui travaillaient chez moi à l'époque de BLG, et qui, très gentiment, nous ont piqué quelques commerciaux et ont été monter leur boîte. C'est de bonne guerre. J'en ai voulu, mais chacun sa vie. Qu'est-ce que ça se fait souvent, ça, après? Bien sûr. Le seul truc qui m'a fait un peu chier, c'est que j'ai compris après coup que c'était l'objectif initial du mec. Okay. Ce qui n'est pas la même chose. Mais, fine. C'est-à-dire, le type a vu que sa meuf marchait bien, il a étudié le truc, il a dit, moi aussi j'ai envie de travailler pour vous, moi comme un con, je vois rien venir, oui, bien sûr, viens. Et ensuite, voilà. Donc, quand c'est l'objectif initial, c'est moins sympa, mais anyway. Et en fait, quand il a monté sa boîte, qui était un vrai concurrent à l'époque, c'est-à-dire, ça nous a fait chier, c'était relou et tout. Son argument, et je l'entends, hein, c'est pas ironique ce que je dis. Son argument, c'était de dire, BLG, ils sont sympas, hein, ils sont très forts, ils ont été très forts. Mais ça y est, c'est un peu l'ancien monde, quoi. Ils sont un peu has-been, tu vois. C'était ça son argument, puisque tu sais, dans le neuf, on vend tous les mêmes biens au même prix. Donc, il faut trouver un autre argument, tu vois. Et puis, ça marchait. BLG, c'était les vieux, quoi. Tu vois. Et donc j'ai dit putain, merde, faut que je montre que je suis dans l'air du temps, que je suis pas has-been, ce qui est très has-been d'ailleurs de dire has-been. Mais bon, voilà. Non mais c'est vrai, mais je sais pas, il y a quoi comme autre mot que has-been. Wow. Je suis pas hype. Je suis pas hype. Allez, on parle là-dessus. Et donc, du coup, j'ai dit, on va faire les réseaux sociaux. Mec, j'avais rien, moi, en réseau. Et j'avais même pas Facebook, j'avais R. Ah oui, ok. J'avais R. J'avais Tinder. Voilà ce que j'avais. Tu vois, j'avais que ça. Et donc, j'ai dit, vas-y, on va faire des vidéos. Et j'ai pris une boîte qui n'y connaît rien parce que pas cher. Donc, j'ai pris une boîte. Cher. Non, attends. J'ai pris une boîte de prod avec des caméras. Où j'aurais dit, vous connaissez les réseaux sociaux? Ils m'ont dit, mais bon, ça coûtait pas cher. Il fallait juste qu'ils me filment. Donc, ils m'ont pas donné de conseils. Donc, quand moi j'ai allumé une clope et un verre de vin et que j'ai raconté ma vie, ils m'ont pas dit faut pas. Ils ont dit non, mais ils ont dit, et nous on a posté. Et après on a dit, ils étaient contents les gens. Au final, on est postiche avec lui sur son canapé. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et donc comme quoi, grâce à ce concurrent qui a dit du mal de moi et qui est parti avec des commerciaux à moi. Enfin, à moi. Pardon de dire ça parce que personne ne m'appartient. Mais en tout cas, c'est grâce à lui que je me suis mis sur les réseaux sociaux. Ça se trouve, je m'y serais mis après. Mais en tout cas, en l'état, c'est pour contrer son argument que je me suis lancé sur les réseaux. Donc, c'est cool. J'aime bien ton approche parce qu'il y a un côté divertissement
Mais c'est grâce à ce divertissement qu'on s'intéresse à l'immobilier neuf. Et quelqu'un comme Gilles ou comme moi, je pense pas qu'on s'intéresserait directement à l'immobilier neuf, mais le fait de passer par un peu du divertissement, ça nous permet de mettre un pied là-dedans. Et regarde, on a parlé depuis, 50 minutes d'immobilier neuf, alors que de base, on n'est pas forcément le public cible. Alors, ça vulgarise que je parle pas d'immobilier. Ouais, mais je parle pas que d'immobilier neuf. La réalité, c'est que vraiment l'immobilier neuf, ça représente peu dans mes contenus. Et pour le divertissement d'avant, t'as raison. Mais c'était même pas voulu. C'est parce que ça ne me plaît pas, l'immobilier. C'est-à-dire, moi, viens, on parle d'autre chose, je suis content, tu vois. Donc, d'ailleurs, justement, j'aimerais bien aborder un petit sujet, parce que j'espère qu'on aura le temps, mais... il y a un timing, là? Sur l'entrepreneuriat, un timing, je sais pas combien de temps il reste exactement, mais... Il reste combien de temps? Je m'attendais pas à une réponse. Je m'attendais pas à une réponse. Non, mais c'est podcast 2.0. Ah ouais, putain. On rigole pas. Incroyable. Vraiment, je m'attendais pas. Raccord maquillage. J'avais une petite question, c'était sur l'entrepreneuriat. Et parce que tu dis que l'IMO, c'est pas, t'aimes bien, mais c'est pas l'endroit où tu prends ton pied. Est-ce que t'as investi dans d'autres boîtes, tes business angels, etc. J'aimerais que tu en parles un petit peu plus de ça. Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier? Est-ce que, quoi comme type de boîte? Qu'est-ce qui t'intéresse comme business? C'est toujours par un accident. D'abord, quand j'ai commencé, j'étais agent immobilier, donc du coup, tu vois. Et socialement, je le vivais mal, frère. Je vivais mal d'être agent immobilier parce que pour moi, et c'est encore le cas aujourd'hui, je suis désolé de le dire, un agent immobilier, c'est un type opportuniste qui a pas trop fait d'études, qui a de la tchatch, voilà. Et donc, quand j'étais, je sais pas, tous ils me disaient, alors moi je suis chez Bain, moi je suis chez McKinsey, moi je suis avocat, et toi, moi je suis agent immobilier. Donc je te jure que c'est parce que socialement ça me plaisait pas que j'ai décidé de faire autre chose. Et j'ai dit, qu'est-ce qui me plaît? Bon, ok, ça me plaît d'investir dans des entreprises. En fait, ça me plaît l'entrepreneuriat, donc c'est pour ça. Franchement, c'est un vrai truc de frime, de branleur, j'ai investi dans ma première société pour pouvoir dire, je travaille dans l'immobilier, et avec l'argent que je gagne, je le réinvestis dans des entreprises. C'est que pour ça que je l'ai fait. Sur LinkedIn, mettre Business Angel. Business Angel, petite étoile. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai fait la première fois. Mais forcément, il devait avoir un truc. Ça me passionnait depuis toujours. Moi, je me souviens de cette histoire où on parlait de Bernard Tapie. Un jour à Créteil, en bas de chez moi, il y a Bernard Tapie et Mitterrand qui sont là. Et donc, tout le monde vient vers eux. Mitterrand vient pour me serrer la main. Et je lui dis, non, moi, je veux serrer la main à Tapie. Mais c'était pas un acte mal poli. C'était... Ça m'attirait, tu vois. Mais en tout cas, je me souviens que la première fois que j'ai investi de l'argent, c'était plus pour frimer, tu vois. Et en fait, comme je suis un passionné d'entrepreneuriat, j'ai investi dans plein de boîtes, une vingtaine, mais c'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup, 20. Ah ouais. Que dans l'IMO? Dans quel secteur? Et les tickets, en général, tu fais dans aucun secteur en particulier, même si les deux dernières, c'est un peu de la tech quand même. Les deux dernières, elles datent du mois dernier. Dans tout, vraiment dans partout dans une boîte de com, dans une boîte qui fait des hot dogs, dans une boîte qui génère, une boîte qui génère du lead. C'est des potes à toi qui te mettent dans les petits dossiers, tu vois. Alors ça tombait d'où avant de mecs qui n'arrivaient pas à lever autre part et qui arrivaient chez moi. Parce que voilà. Mais maintenant avec la mini notoriété et tout, mec, j'en reçois tellement. Mais tellement. Voilà, c'est trop là. Je te jure, je pourrais ouvrir un business de. Je vous envoie un deck d'un mec qui veut lever de l'argent pour 3 euros, quoi. Genre vraiment. C'est ce que j'ai demandé, s'ils arrivent avec un deck, ils te proposent des cafés, est-ce qu'ils la jouent un peu original? Alors le problème, c'est comme ils voient mes posts LinkedIn, comme ils voient mes posts LinkedIn et Insta, ils se sentent dans l'obligation de sortir des codes. Mais moi, je sors pas des codes, frère. Enfin, moi, je sais pas comment dire. Tu sais, parfois, on me voit, on me dit, ah putain, mais t'es calme et tout, en vrai. Mais frère, je fais une vidéo, on va pas te monter le truc où quand je suis en train de scroller sur mon téléphone. Bien sûr, je suis calme. Tu vois, de la vraie vie. Donc souvent, ils essaient de m'aborder dans des trucs, ou sinon ils me font des trucs de films américains. Et moi, ça, c'est le pire truc qu'on puisse me faire. Les trucs de films américains, c'est vas-y, j'ai senti que c'était toi, c'est toi et moi. Vas-y, je t'appelle maintenant. Où t'es dans le monde, je viens te voir. Ça me saoule, frère. Donne-moi juste ma chance. Vas-y, donne-moi ma chance, comme toi, on aurait pu te donner ta. Casse les couilles, frère. Non, mais j'ai pas envie. Ça veut dire. Et moi, il y a un truc qui me débecte de ouf, c'est la motivation. Pour moi, la motivation, elle est tout de suite synonyme de démotivation. Moi, ce que j'aime, c'est la discipline. Et donc, en fait, moi, tu veux m'attraper.
Je le dis même pas. Je te jure, je le dis pas parce que je sais le nombre de dossiers que. Je te jure, ça me saoule. C'est bon. Non, parce que si je le dis, ils vont le faire et je vais donc plus avoir mon. Et je vais donc plus avoir ma passoire. C'est sûr. C'est un sujet sensible. Non, mais. Regarde-le, tu nous le diras en off. Ah ouais, voilà. Mais les mecs qui me font les films américains là sur M6 de genre. Ouais, mec, en bas de mon bureau. Alors ça, mon frère, je déteste quoi. Il y a l'adresse, c'est facile de trouver mon adresse. C'est jusqu'à ton bureau et tout. Bonjour, David est là. Moi, dans mon bureau, David, c'est rien du tout. Hein. C'est un mec. Ouais, il est là, tu vois. Ils lui disent même pas. Il y a pas de barrière, tu vois. Il y a pas. Je vais venir, Monsieur Broman. Il y a pas de barrière. Ouais, je sais pas. Regarde, rentre. Tu vois, genre voilà. Et le mec, il te pitch quoi. Mais comment ça? Et tu sais, il est là. T'es pas dans le flow, t'es en mode. Il est là, quoi. Frère, je te jure, c'est un viol, frère. Genre, dans un rendez-vous, t'arrives, tu pitches. Mais comment ça? Tu vois, va sort donc il veut être mon associé. Viens pas chez moi, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est un peu relou, tu vois. Okay. Et tu fais tous les tickets en général. Le plus gros ticket que j'ai mis, c'est 100 000. Je regrette grave. Là, ce mois-ci, j'ai mis un ticket de 50 000. Je regrette grave. Vraiment, je suis dégoûté. Sinon, j'aime bien mettre des plus petits tickets, mais c'est pas une stratégie. C'est juste par rapport à l'oseille que j'ai. Enfin, je pense que je serais pas embêté de mettre des tickets à 100 000 hors période de crise si je gagnais 2 bars par an. Là, en ce moment, je me paye 3 fois moins que ce que je me payais. Je préfère mettre des tickets à 15 000. Parce que là, les fonds, ils sont bloqués pendant 3, 5, 10 ans. Non, tu peux faire des fois deux fois. Non, ça dépend dans quel type de boîte t'investis. Non, si t'investis dans la tech qui lève généralement de la love money, moi, c'est là que j'essaye d'arriver. Okay. Et ils ont tout de suite une levée 8-10 mois après. Si t'as envie de sortir, tu peux sortir. Et si t'investis dans un resto, tu revois jamais ton oseille, quoi. T'es payé en poulpe et carpaccio, tu vois. mais t'as fait des beaucoup, du coup? Non. Pas encore. Des coups de fusil? Pas encore. Non, j'ai fait des coups. Non, j'ai fait des coups. Mais est-ce que c'est un beau coup? J'ai investi dans une boîte géniale qui s'appelait École Sup Paris. C'est connu, École Sup. Oui. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est bien ça le problème. Et j'ai investi dans École Sup Paris. Et quand je voulais me marier, j'avais pas d'oseille. Okay. Et j'avais investi, je crois, 20 000 euros. Okay. Et mes parts étaient valorisées à 60 000 euros. Et donc, j'ai vendu mes parts au bout de 3-4 ans pour payer mon mariage, qui a amené un divorce 4-5 ans après. Et elle a été évaluée, je crois, je sais plus quand, il y a 3-4 mois, 180 millions d'euros. Genre premier groupe européen. Ouais. Tu dois voir ça, Non, mais j'avais genre 20 points. Pas bien, non, mais j'avais beaucoup de points. J'avais genre 15-20 points. Ouais. Je sais plus combien, je veux pas dire de bêtises, mais de toute façon, on peut le voir sur les papiers, combien j'avais. Je sais plus. Je crois que j'avais 15-20 points. Okay. Donc, oui, avec ça, j'ai gagné de l'argent, mais non, c'est pas hyper bien. Et sinon, il y a plein de boîtes comme ça qui sont mortes, d'autres boîtes avec lesquelles j'ai gagné de l'argent. Il y a une boîte de ouf qui s'appelle, en fait, on n'a pas le temps. Je sais pas si tu veux qu'on parle de ça, mais, enfin, je sais pas. Si tu dois, mais. Il y a une boîte, la première boîte dans laquelle j'ai investi où vraiment là, je me suis pris pour Bernard Tapie. Elle s'appelait dealdeouf.com. C'était une boîte de taré géniale. C'est un site d'enchères au centime. Vous voyez ce que c'est, enchères au centime? Non, je connais pas. Bref, c'est un truc chambé. C'était un site de e-commerce. Ça veut dire, grosso modo, toi, tu vas acheter un iPhone, tu vas sur Deal de Ouf, t'achètes des jetons, ok? Et c'est un site d'enchères au centime. Donc, si personne ne renchérit derrière toi, tu peux remporter le iPhone à 1 balle. Mais si jamais tu dépenses tous tes jetons et que t'en as plus, tu peux convertir tes jetons en argent pour l'acheter au prix normal, puisque de toutes les façons, tu auras acheté l'iPhone. Bref. C'est pas un truc un peu, c'est un peu du pari ou du. Alors voilà, mais c'était pas du pari, puisqu'en fait, tu pouvais acheter 600 euros de jetons. Et même si tu as perdu, transformer tes 600 euros et acheter l'iPhone traditionnel. Tu avais juste une possibilité de le choper à 1 balle. Et ça marchait. Ça marchait du feu de Dieu. Donc, quand je dis du feu de Dieu, c'est genre, les premiers mois, c'était la vraie start-up, quoi. Ils sont passés de 5 à 40, ensuite à 60, 1 million de visiteurs uniques par jour, truc. Et boum, on fait la couverture de Challenge. Les start-up où il faut investir, mais la couverture, c'est Deal de Ouf. Là, mec, je me dis, ça y est, c'est terminé. Ça y est, j'ai plié le game. C'est bon, voilà, ça fait 2 ans que je travaille. C'est ma 2e boîte dans laquelle j'investis. Ça y est. Voilà. Un matin, la DCCRF arrive, ferme la boîte. C'est un jeu de hasard. Ah putain. Et la telle somme. Tu dis moins que les fondateurs. C'est sûr. Parce que ça cartonnait. Fermez la boîte, fermez les serveurs, fermez tout, merci. Mais comment ça? Mais il n'y a pas un procès? Ah si, bien sûr, il y a un procès dans 2 ans. Et en attendant, c'est fermé, c'est un jeu de hasard.
Et je comprends pas, jeu de hasard, au ticket à gratter, c'est un jeu de hasard aussi. Pourtant, il y a la France des autorisations. Faut des autorisations. T'as un ticket d'entrée et tout, hein, quand tu peux faire. Si, on avait un gars de notre mais école qui il avait s'avère que inventé c'était Paris pas un jeu de Entrepôt et hasard. tout, Mais je faut savais des pas. autorisations. Winamax, c'est un jeu de hasard. Ouais. Mais il faut une tonne d'autorisation. Et il y a un truc que j'ai toujours pas compris. Donc, s'ils m'écoutent, Mathieu et Rémi, ils s'appelaient comme ça les deux, il faut m'expliquer. Cette boîte marchait bien et moi, je leur ai dit, OK, les gars, salut, on ouvre à Malte. Putain, Ouais. tu ouvres la même truc, tu vois. Et je sais pas pourquoi ils ont pas voulu, putain. Donc faites attention, miser sur des boîtes, être business angel comporte des risques. Faut faire attention à ça. C'est pas qu'on porte des risques, c'est complètement stupide. Moi, je t'ai dit, je l'ai fait que pour me branler. C'est stupide, quoi. C'est vraiment. Et du coup, comme on arrive à la fin de cet épisode, C'est passé vite, hein. Est-ce que c'est pas t'as vu, ça passe très très vite. D'habitude, je te jure, je me fais chier de ouf. Je t'en promets. Ah, ça fait plaisir, c'est le but. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui voudrait se lancer dans l'IMO, qui connaît pas forcément l'IMO, qui aurait peut-être la trentaine par exemple, et par rapport à tout ce que toi t'as vécu, ce que t'as pu faire dans ta vie en IMO, ou voilà un conseil précieux que t'as pu apprendre se lancer en tant qu'investisseur ou se lancer en tant que professionnel? en tant qu'investisseur. Ok. Faire. Je te jure, juste fais. Ne fais pas le consultant à faire des tableaux Excel, ne fais pas. Frère, vas-y, va acheter à côté de chez toi un studio, tu le mets à louer, achète dans une zone qui se loue et négocie le meilleur crédit. Et si jamais les taux ils sont hauts, casse pas les couilles, ils vont baisser, tu renégocieras. Fais. Vraiment. Les mecs qui font des tableurs Excel et qui se demandent s'ils doivent monter une holding pour acheter un 18 mètres carrés, c'est bon, quoi. Donc vraiment, faire. Voilà, lance-toi et tu verras. Il n'y a rien de grave. Tout va bien se passer. Ok, et dernière question, est-ce que tu as un regret que tu as pu avoir dans ta vie? Ah non, mais 1000. De revenir, s'il y avait un tu truc crois que j'allais te faire un mec pour pouvoir de. revenir en arrière un peu, tu vois, Tu crois que j'allais te faire un truc de mec d'Insta? Moi, j'ai aucun regret, j'apprends. Voilà. Comme a dit Nelson Mandela. Qui niquent bien leur mère. Mais vraiment, mais les mecs qui. Je ne regrette rien, j'ai appris. Mais ouais, écoute-moi bien, nique ta mère. J'en ai 1000 des regrets. Mon dernier regret, il date d'hier matin. J'ai complètement décompensé, j'ai gueulé sur un de mes partenaires les plus importants qui est mon CTO et qui donc nous a quittés parce que j'ai eu un excès de colère avec lui, que je lui ai manqué de respect et je crois qu'il a eu raison, même si j'aurais bien voulu qu'il comprenne qu'on se permet de décompenser qu'avec les gens qu'on aime. Et voilà. Et ça, c'est mon grand regret et il date d'hier matin. Donc c'est à fond... c'est encore dans le bide. Voilà. Et il faudra avancer avec dans les prochains jours. Bien sûr. Merci en tout tout cas pour ta venue, plaisir. David. C'était vraiment top. Franchement, plein de valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre, connard? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Non, mais genre, c'est fou. On pourra couper la vérité au montage. Okay, bon, on dit ciao pour un prochain épisode, pour le 11e. Ciao, les gars. C'est qui le 11e? C'est qui le 11e? Ah, surprise! On sait pas. Surprise, ça veut dire on sait pas. Tu le connais très bien. Ah oui, tu m'as dit. Bah oui. Ah, c'est le 11e. Ce sera le 11e. Trop bien. Ok. Et t'as vu numéro 10 pour toi. À la Ouais, Zidane. genre, t'as fait exprès. Ok, top. Merci les gars. À la prochaine. Ciao.